Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée « Création de thread ». Alors pour comprendre maintenant ce que c'est qu'un thread, il faut comprendre un petit peu les systèmes d'exploitation qu'on appelle systèmes d'exploitation multitâches. Ce sont les systèmes d'exploitation qui nous permettent de lancer plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire peut-être lancer l'impression, en même temps vous faites la lecture, vous faites la saisie et ainsi de suite. Alors il existait dans le temps des systèmes d'exploitation qui ne nous donnaient pas la possibilité de travailler en multitâches. Maintenant, actuellement, tous les systèmes d'exploitation sont multitâches. Alors, si ces systèmes d'exploitation sont multitâches, ça veut dire qu'ils se basent soit sur des processus, soit sur des threads. Alors maintenant, tout à fait au milieu de cette leçon-là, vous allez comprendre la différence qu'il y a entre un processus et un thread. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on arrive à rendre un système d'exploitation multitâche, donc c'est l'objet de notre cours et tout de suite le menu sont tardés. Alors, on va voir la création de thread. Le cycle de vie d'un thread. Terminer un thread. Les méthodes de la classe thread. La gestion des threads à l'intérieur d'une Java Virtual Machine. Et on va commencer par la création d'un thread. Alors, avant de commencer la création d'un thread, on va prendre un exemple très simple. L'exemple, par exemple, d'un programme qui fait bondir une balle, d'accord? Le fait de faire rebondir une balle contre un mur, si vous voulez, c'est un programme qui va utiliser, bien entendu, une boucle. Et cette boucle-là, qui va être utilisée, bien sûr, elle va être une boucle de 0 jusqu'à un certain nombre ou un certain chiffre. Alors la possibilité de pouvoir arrêter cette boucle est très difficile. C'est-à-dire que si par exemple la balle commence à rebondir, et si à un certain moment vous voulez arrêter la procédure, vous n'allez pas pouvoir l'arrêter tant que la boucle n'a pas pris bien sûr la dernière valeur. Alors on va prendre un exemple très simple et on va le voir ici. Alors vous avez un programme qui fait rebondir une balle au niveau, bien sûr, de votre écran. Vous avez le try, vous avez balle est égal à B est égal à new balle canva, c'est-à-dire que vous allez créer une nouvelle instance de la classe balle canva. Alors canva.addB. Alors on ouvre une boucle for int, donc la déclaration de i c'est un integer, est égal à 1, point virgule, i inférieur ou égal à 1000, point virgule, l'incrémentation i++, c'est-à-dire que de i, la valeur de 1 jusqu'à i est égal à 1000, tout en incrémentant i de 1, voilà le programme qu'on va faire. Alors, premièrement, b.move, donc on va faire bien sûr bouger la balle. Thread.sleep avec une période de 5, donc ça ne veut pas dire qu'on va utiliser le thread, non pas du tout, c'est le fait de faire patienter de 5 secondes ou 5 millisecondes la balle pour pouvoir montrer ou donner l'effet du mouvement. Et puis bien sûr, les interruptions comme on les a déjà vues au niveau des leçons précédentes, catch pour capturer une interruption en cas de problème. Alors ce programme-là que vous avez, c'est un programme qui se base sur une boucle allant de 1 à 1000. Alors maintenant, quoi que vous ayez, bien sûr, si maintenant vous avez la possibilité d'arrêter avec un bouton, vous n'allez pas arrêter le programme du fait que le programme ne sera arrêté que jusqu'à la valeur de 1000. Il ne sera arrêté que à la fin des 1000, que i soit égal à 1000. Donc le contenu sera exécuté jusqu'à i est égal à 1000 et pas avant. Alors nous allons prendre un autre exemple, si vous voulez. Si au niveau d'Internet Explorer, vous téléchargez des images,
Et si bien sûr, au cours du téléchargement d'images, vous avez vu la première image sans qu'elle soit téléchargée à 100% et que vous n'avez plus besoin de la télécharger, à ce moment-là, en cliquant sur arrêter ou précédent, vous arrêtez quand même l'image. Alors, au niveau des anciens systèmes d'exploitation ainsi que des anciens navigateurs, on n'avait pas la possibilité de faire tout ça. Pourquoi ? Parce que la programmation ne se faisait pas en multithreading, premièrement, donc on n'avait pas la possibilité de faire tout ça, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas arrêter un processus bien précis. Alors maintenant, tout d'abord, avant de commencer ce premier point, il vaut mieux que je vous explique un petit peu la différence entre un processus et un thread. Alors, comme vous devez le savoir, une machine a certaines performances. Alors, lorsque je parle de performance, elle a un microprocesseur, elle a de la mémoire RAM, elle a un disque dur, elle a du réseau, et ainsi de suite. Alors, un bon programmeur, c'est un programmeur qui sait comment, bien sûr, gérer ces performances-là. Alors maintenant, si on prend quelqu'un qui utilise un ordinateur pour des fins, si vous voulez, habituelles, par exemple, un travail de bureautique, travailler sur Internet, vous n'exploitez même pas à 10 ou 15% les valeurs, si vous voulez, de votre microprocesseur. Alors maintenant, pour pouvoir les exploiter, vous avez la possibilité de pouvoir partager les ressources. Vous avez des ressources, alors on va les partager pour le multitâche. Alors maintenant, effectivement, c'est là où est venue l'idée pour pouvoir travailler plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire le multitâche. Alors le multitâche, bien sûr, le microprocesseur donne une partie à une certaine tâche, une partie à une deuxième tâche, une autre partie à une troisième tâche, et ainsi de suite. Alors maintenant, la différence qu'il y a entre un processus et les threads, c'est qu'un processus possède une copie unique de ses propres variables. Alors qu'un thread, il partage toutes ces données-là. Donc voilà la différence qu'il y a. La communication entre processus reste une communication qui est très lente. Alors que la communication entre threads reste donc une communication très rapide. Quoique, il y a un certain ralentissement parce qu'il y a une création d'un thread, il y a l'utilisation d'un thread et l'exécution, et il y a la mort d'un thread, c'est-à-dire la fin du thread. Mais malgré tout ça, le processus threading reste un processus qui est très simple à utiliser et bien sûr très efficace quant à l'exploitation du multitâche. Alors on va entamer le premier point, la création de thread. Alors pour créer un thread, il faut préparer les structures de support nécessaires à son exécution. Indiquer quel code il doit exécuter, parce que chaque thread, au niveau de chaque thread, on doit attribuer un code bien précis, parce que un thread, il va exécuter un code. Et comme vous le savez, donc lorsqu'on travaille en multitâche, chaque thread doit exécuter son code correspondant. Alors la classe java.lang.thread s'occupe du premier aspect. Le programmeur doit s'occuper du second aspect. Alors toujours les threads. Vous avez ici la création de thread et vous avez bien sûr l'exécutable, l'exécution de ce thread-là. Alors tout à fait au début, donc on crée le thread en l'exécutant et vous avez bien sûr le fichier exécutable, le runnable ou le run, bien sûr la méthode run. Alors, on précise le code à exécuter en créant une sous-classe de thread qui redéfinit la méthode run. Parce que maintenant, vous avez une classe thread et vous avez la possibilité de créer des sous-classes thread aussi au niveau de votre même programme. Et c'est bien ces sous-classes thread qui vont bien sûr définir la méthode run avec laquelle vous allez travailler. En passant au constructeur de la classe thread, un objet qui réalise l'interface runnable. Alors, les threads simples. Parfois, il faut exécuter une tâche donnée à intervalles réguliers ou à un moment préétabli. Effectivement, si par exemple vous voulez exécuter une tâche bien précise et à intervalles réguliers, c'est-à-dire chaque 10 secondes, effectuer la tâche. Alors, chaque 10 secondes, effectuer la tâche, vous ne pouvez pas être sûr qu'au niveau des 10 secondes, il n'y aura pas d'autres tâches qui vont être exécutées. Donc c'est là l'utilité de travailler avec le multithreading. Donnons l'exemple très simple de faire une sauvegarde. C'est-à-dire que vous voulez faire une sauvegarde de vos données. Et vous voulez planifier ces sauvegardes-là. Alors pour pouvoir les planifier, vous allez les planifier dans le temps. C'est-à-dire que vous voulez sauvegarder 3 fois par jour ou 4 fois par jour. Mais le fait de programmer cette sauvegarde 4 fois par jour
ne vous donne pas la certitude qu'au niveau de la sauvegarde, il va pas y avoir d'autres processus en train de marcher au niveau de votre ordinateur. Et malgré ça, même si vous travaillez, la machine ne s'arrête pas, mais en arrière-plan, elle effectue ces sauvegardes-là. Et c'est visible au niveau de votre ordinateur, au niveau de votre écran, vous le voyez. Vous voyez que au moment où vous êtes en train de saisir un document Word ou en train, bien sûr, de naviguer sur Internet Explorer, vous allez voir un écran qui va s'ouvrir pour pouvoir, bien sûr, sauvegarder les données qui ont été planifiées. Alors, la classe java.utile.timer fournit une solution en cachant la complexité des threads. On va voir un exemple au niveau du chapitre 6, avis répété, .java. Alors, les animations graphiques. Le thread des messages et les autres threads exigent une synchronisation précise. Et effectivement, donc on va le voir au niveau de la leçon prochaine, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une certaine synchronisation entre les threads. Pourquoi? Parce que maintenant, parfois, vous avez la possibilité de travailler avec un thread qui lui-même dépend du résultat d'un deuxième thread. Alors maintenant, si vous n'avez pas de synchronisation, vous ne pouvez pas travailler avec ça. Alors vous allez le voir au niveau de la leçon prochaine, c'est que chaque objet auquel, bien sûr, va se rattacher ce thread-là, détient une clé, et cette clé, bien sûr, sera à la propriété du programme, si vous voulez, et qui va prendre, bien sûr, la possession de cette clé-là, et qui va utiliser l'objet. Alors, bien sûr, cette clé ne sera restituée qu'à la fin de ce programme-là. Alors, en attendant, il y aura d'autres threads qui vont attendre leur tour pour pouvoir, bien sûr, recevoir cette clé-là. Alors maintenant, ces programmes-là, si vous voulez, sont des programmes qui sont synchronisés. Alors maintenant, si vous travaillez dans un environnement synchronisé, il y a ce qu'on appelle la méthode wait et la méthode notify. Ces deux méthodes-là vont permettre bien sûr à la première méthode qui va occuper l'objet de lancer la méthode wait pour que les autres threads puissent attendre. Et puis, une fois que la méthode termine avec son objet, puisse libérer la clé. Et en libérant la clé, elle doit notifier, ou bien elle doit notifier un thread bien précis, ou bien avec la commande, ou si vous voulez l'argument notify all, elle doit notifier tous les threads en instance. Et ça, vous allez le voir en détail au niveau de la leçon prochaine. Alors, la classe javax.swig.timer génère une action event à intervalles réguliers de manière sûre. Alors, on va passer à un deuxième point, le cycle de vie d'un thread. Alors, en principe, le thread, il a un cycle de vie parce que vous le créez, vous créez une instance, et au niveau de cette instance, vous allez lui affecter un programme qui va être exécuté, et une fois que le thread a terminé son travail, automatiquement, le thread doit mourir, doit disparaître. Alors, vous avez un cycle de vie, et durant cette section-là, on va voir ce cycle de vie du thread. Alors, activation d'un thread. En faisant l'instance de la classe thread ou d'une sous-classe, on prépare l'exécution d'un nouveau thread. Au moment de la création, ce dernier n'est pas encore actif. La création ne veut pas dire une exécution, c'est-à-dire que lorsque vous le créez, il est toujours inactif. En créant un thread, on doit d'abord lui appliquer le programme. Une fois qu'on lui applique le programme, il faut mentionner quand est-ce qu'il va être exécuté. Une fois exécuté et qu'il a exécuté toutes les tâches de ce programme-là, à ce moment-là, il sera amené à disparaître. Il le devient quand on invoque la méthode start. Donc, aucun thread ne peut marcher s'il n'y a pas une méthode start au préalable qui va le lancer. Alors, état d'un thread, on va créer une nouvelle instance de la classe thread. Donc, vous avez un nouveau thread. Alors, ce thread-là, on va lui, avant de pouvoir le faire marcher, on va lui exécuter la méthode start. Une fois qu'on va lui exécuter la méthode start, ce thread sera exécutable. Et bien sûr, vous pouvez avoir divers cas avec des cas exécutables, non exécutables, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de travailler avec du multithreading. En exécutant un thread, vous allez pouvoir avoir besoin parfois d'autres threads, de résultats d'autres threads, et ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez terminé et que le thread n'est plus exécuté, vous avez bien sûr la méthode stop qui va bien sûr éliminer votre thread. Et à ce moment-là, il sera stoppé. Donc, vous voyez un petit peu le cycle de vie d'un thread.
Alors, scheduling. À tout instant, la machine virtuelle choisit parmi tous les threads dans l'état runnable celui qui doit être exécuté. Alors là, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous, en tant que programmeur, vous avez programmé plusieurs threads. Mais il faut absolument savoir donner une certaine priorité à ces threads-là, qui est ce qui va être exécuté, qui va être exécuté en premier lieu, qui va être exécuté en deuxième, et ainsi de suite. Alors, la méthode scheduling, c'est la méthode qui va vous permettre d'exécuter ces threads-là selon, bien sûr, leur, si vous voulez, classe. Lorsque je dis classe, leur priorité. Alors maintenant, ça se pourrait que vous ayez des threads qui ont la même priorité. Ben à ce moment-là, l'un d'eux va être exécuté. L'un d'eux, au hasard, va être exécuté. À chaque thread est associée une priorité qui est utilisée dans ce processus de choix. Alors, priorité des threads. Elle est attribuée par le programmeur avec la méthode setPriority. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est le programmeur qui va programmer exactement la priorité de chaque thread. Alors par la méthode setPriority. Alors la méthode setPriority donne la priorité à chaque thread. Pourquoi? Parce que parfois on retrouve plusieurs threads qui doivent être exécutés en même temps. Et lorsque je dis en même temps, ça peut être en même temps en quelques fractions de secondes. Donc il y a bien sûr des threads qui vont devancer d'autres, d'autres threads qui vont être en arrière, et ainsi de suite. Mais toujours est-il, vous avez la possibilité, et le programmeur a la possibilité de pouvoir programmer la priorité de chaque méthode ou chaque thread. Alors le scheduler ne la change pas. Le scheduler ne change pas de priorité. Il respecte et il exécute les priorités. Alors maintenant, si plusieurs threads sont exécutables, on exécute celui avec la plus haute priorité. C'est-à-dire que si par exemple la méthode schedule retrouve plusieurs threads qui sont exécutables, elle va prendre celui qui a le plus de priorité. Alors maintenant, s'il y a plusieurs threads à haute priorité, on en choisit un à la fois. C'est ce que je viens d'expliquer maintenant. Si vous avez plusieurs threads, dans une partie, ils ont la même priorité. Alors on va exécuter un à un, mais pas tous à la fois. Alors, état not runnable. Un thread devient non exécutable dans les cas suivants. Parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, c'est que vous avez un cycle de vie du thread. C'est-à-dire que vous créez une instance, vous lui imputez un programme, vous invoquez la méthode start pour pouvoir l'exécuter, il devient exécutable, mais à un certain moment, il s'arrête de travailler. Bon, lorsqu'il devient not runnable, c'est-à-dire qu'il arrête de travailler, à ce moment-là, il faut absolument l'éliminer, le faire mourir. Sleep, long time. Maintenant, si par exemple le thread a invoque une méthode sleep pour une longue durée. Objet.waits. Et là, on va le voir au niveau de la leçon prochaine, c'est-à-dire que chaque thread, si par exemple vous avez plusieurs threads qui doivent travailler avec un même objet, bah, automatiquement celui qui en détient la possession et qui le prend en premier lieu détient la clé. Bien sûr, on voit un message wait à tous les threads qui attendent bien sûr la succession. Alors, tous les threads qui ont un wait sont considérés not runnables pour le système. Exécute une opération d'entrée-sortie bloquante. Et ça, c'est ce qui arrive toujours. Lorsque, au niveau de votre programme, vous faites une erreur, ben à ce moment-là, il y a une opération d'entrée-sortie qui est exécutée, mais qui bloque votre application. Et qui bloque même votre système, si vous voulez. Et qui bloque même votre machine. Alors, ils redeviennent exécutables si le temps passe, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une période de sleep de 30 secondes par exemple, et les 30 secondes se sont écoulées, ben, automatiquement il se met en position exécutable. Un autre thread appelle objet notify. Alors comme je vous ai expliqué, et vous allez le voir au niveau de la leçon prochaine, c'est-à-dire que vous êtes un thread qui détenait la possession d'un objet bien précis. Vous envoyez la méthode wait pour un autre thread qui attend. Alors, tant qu'il détient la méthode wait, automatiquement, il sera considéré non exécutable. Alors maintenant, s'il est en état non exécutable, il sera encore une fois réexécutable lorsque le premier, si vous voulez, programme qui détenait la possession de l'objet a terminé son travail et bien sûr a restitué la clé, bah, automatiquement, cette méthode envoie
une méthode qu'on appelle notify pour notifier l'objet en instance, comme quoi il a la possibilité de pouvoir prendre la clé et de travailler avec l'objet. À ce moment-là, il passe de la position wait à la position notify qui lui permet d'être exécutable. Alors l'opération d'input-output finit. Alors là aussi, dans le cas où c'est bloqué au niveau de input-output, lorsque l'opération finit, automatiquement, le thread devient exécutable. Un autre thread exécute t.interrupts. Alors maintenant, vous pouvez avoir un thread qui est en instance, qui est en position wait, qui est en position sleep, ou qui est en position, bien sûr, bloquante, parce qu'il y a une opération d'entrée-sortie. Alors maintenant, il peut être débloqué dans le cas où un autre thread fait appel à ce deuxième. Alors, le deuxième, il est en attente, il est en position non exécutable, d'accord? Mais maintenant, on peut le rendre exécutable lorsqu'un autre thread fait appel à lui. C'est par exemple, vous avez une instance d'un objet, si vous voulez, d'un programme qui attaque un objet bien précis. Et ce programme-là a besoin d'un autre programme ou d'un autre résultat, d'un autre objet. Donc il va falloir faire réveiller un deuxième thread qui va partir travailler avec le deuxième objet pour nous donner un résultat qui sera exploitable pour le premier objet. Alors, connaître l'état d'un thread. La méthode isLive redevient true si le thread est commencé et n'est pas encore terminé. Alors, vous avez une méthode que vous pouvez lancer à tout moment et qui peut vous donner la possibilité de savoir l'état de votre thread. Est-ce qu'il est en action? Est-ce qu'il est en arrêt? Alors maintenant, isLive redevient true si le thread est commencé et n'est pas encore terminé. Si le thread est en train de travailler, la réponse de isLive sera à true. Maintenant, si elle est à false, ça veut dire que le thread est en position d'arrêt, c'est-à-dire non exécutable. C'est-à-dire que, on va revenir aux trois cas, s'il est en position de sleep, s'il est en position, bien sûr, de wait, on attend, bien sûr, d'être notifié par un deuxième thread. Sinon, si, bien sûr, il attend une situation bloquante d'entrée-sortie pour pouvoir se débloquer. Il n'est pas possible de déterminer si une donnée thread est ou non exécutable. Malheureusement, on ne peut pas le savoir. On peut savoir que la méthode où le thread a déjà commencé, il n'a pas encore terminé avec la méthode qu'on vient de voir. Mais maintenant, il n'est pas possible de savoir est-ce que le thread est exécutable ou non exécutable. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Alors, terminer un thread, donc la dernière partie du cycle de vie d'un thread. Alors, comme je vous ai expliqué, donc le cycle de vie commence par la création d'une instance d'un thread, par bien sûr le fait de lui appliquer un programme ou de lui affecter un programme, de pouvoir l'exécuter par la méthode start, et bien sûr, une fois qu'il devient non exécutable, automatiquement, il va bien sûr terminer, le processus va se terminer et va mourir, le thread va mourir ou bien sûr va disparaître de la scène. Alors, un thread se termine quand la méthode run redevient, donc run, c'est la méthode qui lance, bien sûr, votre thread. Alors, lorsque la méthode run redevient, où est-ce quelqu'un, on invoque la méthode stop. Parce que vous pouvez, en attendant que le thread puisse terminer un exemple bien précis ou exécuter son programme, invoquez la méthode stop. Si vous invoquez la méthode stop, vous stoppez bien sûr le thread et à ce moment-là, il devient non exécutable et à ce moment-là, c'est la fin du thread. Alors, une alternative critiquée, car elle peut donner lieu à des problèmes de synchronisation. Effectivement, maintenant, si on donne la possibilité à l'utilisation de la méthode stop, effectivement, on risque d'avoir un problème au niveau de la synchronisation. Et ça, on va le voir plus tard, au niveau des leçons prochaines. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de synchronisation entre les threads, vous pouvez avoir des situations de blocage, et c'est des situations que généralement tous les programmeurs doivent éviter. Alors, si le thread contient un cycle, il faut employer une variable partagée. À chaque répétition du cycle, la variable est testée pour décider s'il faut continuer ou non, effectivement. Alors maintenant, au niveau du cycle de vie, si on utilise une variable, à l'aide de cette variable, on va savoir est-ce qu'on doit continuer, bien sûr, est-ce que le thread va continuer à vivre ou pas. Alors, on va voir un programme. Vous avez bien sûr le thread runner,
public void go. On invoque une instance de la méthode ou de la classe runner qui est déjà existante. Runner.start, c'est pour bien sûr faire démarrer le thread. Public void halt, runner est égal à nul. Public void run, thread me, and me est égal à thread.getCurrentThread. While runner est différent de me. Exécuter le cycle. Ça, c'est égal. Alors maintenant, vous avez un cycle ici qui va vous permettre, bien sûr, de pouvoir lancer un thread. Alors, on va voir maintenant un schéma dans le temps. Vous avez bien sûr un diagramme dans le temps. Vous avez runner est égal new thread, runner.start, ce qu'on a vu au début du programme de la slide d'avant. Alors, go. Et bien sûr, ce runner, il va bien sûr exécuter le me est égal à current thread et va faire un test. Est-ce que le runner est égal à me? Si oui, ben à ce moment-là, on va passer bien sûr à la suite. Sinon, donc on doit reboucler ici. Et c'est ça le problème. C'est lorsque, par exemple, vous avez besoin d'informations d'un deuxième thread, des informations qui doivent être cherchées en utilisant une boucle. Alors là, vous vous positionnez en position d'attente et vous risquez bien sûr de provoquer un arrêt ou un blocage de votre programme, de toute l'application, sinon de toute votre machine. Alors automatiquement, vous pouvez avoir le runner est égal à nul avec un halt, de stop. Alors, méthode de la classe thread. Alors, on va voir comment tromper le temps. La méthode sleep, long delay, place le thread dans l'état non exécutable. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a trois méthodes qui permettent, si vous voulez, au thread de le rendre non exécutable. Le fait qu'il soit en situation sleep, ou en wait, ou bien sûr en attente d'un blocage qui est fait dans le cadre d'une entrée-sortie. Alors la méthode sleep, effectivement, place le thread en l'état non exécutable. Alors, un temps au moins égal à la valeur indiquée en millisecondes, étant écoulé, le thread redevient exécutable. Maintenant, si le temps, on arrive à ce temps-là, et si on le dépasse d'un petit millième de seconde, automatiquement, le thread devient réexécutable. Alors, un thread T1 peut en réveiller un autre T2 dans l'attente de la méthode sleep. Alors maintenant, effectivement, si vous avez un thread qui est bien sûr en position non exécutable, vous avez un deuxième thread qui peut le réveiller, bien sûr, s'il a besoin d'informations au niveau d'un autre objet. Donc, on peut faire appel à un deuxième thread. Donc, même s'il est en position non exécutable, il redeviendra exécutable. Alors, dans l'attente de la méthode sleep avec l'appel T2.interrupt. Alors, interrupt ici, c'est la méthode qui va vous permettre au thread T1 de réveiller le thread T2. Alors dans ce cas, sleep termine immédiatement en générant une interruption exception. Alors effectivement, maintenant si au niveau, vous avez évoqué la méthode sleep. Alors maintenant, si le temps que vous avez programmé pour la méthode sleep n'a pas été écoulé, et si bien sûr il y a un autre thread qui fait réveiller votre thread, alors automatiquement vous allez invoquer une exception pour informer l'utilisateur que la méthode sleep n'a pas été terminée jusqu'au bout. Alors attendre la mort d'un thread étant donné deux threads, T1 et T2. T1 peut attendre la terminaison de T2 en invoquant T2.join. Et l'attente de T1 peut être interrompue en appelant T1.interrupt. Alors la gestion des threads à l'intérieur d'une Java Virtual Machine. La méthode thread.getCurrentThread restitue une référence au thread qui a exécuté l'appel. Donc vous allez avoir des exemples maintenant du threading et bien sûr des méthodes que vous pouvez utiliser pour pouvoir bien sûr exploiter le multithreading. On peut avoir une estimation du nombre de threads en exécution avec thread.ActiveCount. Pour obtenir une référence à tous les threads concernant le programme, on emploie la méthode thread.enumerate.
avec des threads entre crochets la matrice TS2. Donc c'est la méthode qui va vous permettre, ou qui va vous permettre bien sûr, de connaître un petit peu les références, tous les programmes que vous employez, ainsi que toutes les méthodes. Cette méthode restitue le nombre d'éléments effectivement mémorisés. Parce qu'en principe, si vous avez plusieurs threads qui sont en train de fonctionner, automatiquement cette méthode va vous renseigner sur le nombre de méthodes qui ont été utilisées et qui sont mémorisées. Alors on va visualiser les threads existants, soit le programme suivant, et on va l'expliquer. Voilà. Alors vous avez le thread en faisant appel à bien sûr la méthode. TS est égal à new pour avoir une nouvelle instance. Le thread.activeCount pour avoir le compte des threads en activité. Int n est égal à thread.enumerate.ts pour énumérer bien sûr le nombre de threads qui sont en mouvement. Vous avez une boucle for int i est égal à 0 jusqu'à ce que i soit inférieur à n, i++, donc une boucle de i est égal à 0 jusqu'à i inférieur à n avec une incrémentation de i plus 1. System.outprintln, donc le message sortira, thread plus la valeur de i, où on est arrivé au niveau de i, bien sûr, avec une incrémentation, le ts de i.getName. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.